Transistor BJT, première partie. Intro. Le transistor BJT, un transistor à deux jonctions, est constitué de trois régions, l'une à la suite de l'autre, le collecteur, la base et l'émetteur. Chaque région est un semi-conducteur de type N ou de type P. Si la base est de type P, collecteur et émetteur sont de type N et il s'agit d'un transistor NPN avec le segment de type P entre deux segments de type N. Pareillement, un transistor PNP est un transistor dont la base de type N est entre deux régions de type P. Comme le type P accepte allègrement les électrons libres du solide métallique, et que le type N cède facilement des électrons à la mer d'électrons libres présents dans un métal. Chaque jonction PN établit, localement, à l'équilibre dynamique, une barrière de potentiel électrique. La jonction forme ce que l'on appelle une diode. On se souviendra qu'une diode a tendance à bloquer le courant dans un sens, mais non dans l'autre. En effet, si une source externe tend à enlever d'autres électrons à la région N, cela devient de plus en plus difficile, car la région N devient de plus en plus attirante pour les électrons. Et comme les électrons seraient ajoutés à la région P, dans une boucle complète du circuit, il deviendrait de plus en plus difficile d'y en ajouter, les nouveaux venus étant repoussés par le surnombre d'électrons accumulés en P. Par contre, extirper des électrons en P est relativement aisé, car il s'agit de les affranchir de leur faible attraction à la région N, qui est, à la jonction, en déficit de charge négative. Un transistor peut donc être perçu comme deux diodes en face à face, ou tête bêche, mais comme la base, commune à ces deux diodes, est très mince, si une des deux diodes laisse passer le courant, une bonne partie des électrons peut réussir à traverser la région de la base sans trop de peine. Le symbole d'un BJT, T pour transistor, J pour jonction et B pour le préfixe B, préfixe suggérant le nombre 2, est comme ci-contre. Les lettres identifiant les broches externes ne sont généralement pas incluses, mais la base est facile à reconnaître alors que l'émetteur porte toujours la petite flèche. La petite flèche indique le sens du courant conventionnel attendu. Pour un NPN, ce courant s'éloigne de la base et sort du transistor par l'émetteur. Pour ce qui est du courant réel, on observe les électrons qui, eux, entrent dans le transistor par l'émetteur. Dans un solide, seuls les électrons participent au courant. Ce n'est pas le cas dans un liquide ou dans un gaz. En effet, pour un solide, les charges positives logent dans les noyaux qui sont immobilisés dans le cristal, ou l'amas, du solide. Le symbole pour un PNP est très ressemblant à celui d'un NPN, si ce n'est que la flèche, toujours sur l'émetteur, se dirige vers la base. Si on compare les deux symboles, NPN et PNP, et si on suppose que le courant conventionnel est dû au vers le bas de la page du croquis, soit de la tension la plus élevée vers la tension la moins élevée, on remarque l'utilisation attendue d'un NPN versus celle d'un PNP. Dans ces conditions, la broche de l'émetteur d'un NPN est en bas, vers la tension la plus basse, alors que pour un PNP, la broche de son émetteur est du côté de la tension la plus élevée, au haut du croquis. Cet arrangement force alors de placer le collecteur du NPN en haut, mais de le placer en bas pour un PNP. Avons-nous deux PNP? Comme la petite flèche est toujours sur l'émetteur, force est d'admettre que nous avons un NPN et un PNP, de par l'orientation de la petite flèche. Par contre, ici, le courant conventionnel attendu du NPN remonte, vers le haut. À éviter, mais on peut rencontrer des croquis dessinés ainsi. En fait, pour des courants alternatifs, comme la tension la plus élevée est tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, on ne peut alors tout simplement pas figer le dessin pour avoir toujours le courant conventionnel de haut en bas. Par contre, on peut alors les dessiner à l'horizontale. Voyons voir si on maîtrise bien nos symboles. Ici, maintenant, on a quoi exactement? Deux NPN, deux PNP, ou un de chaque? C'est toujours l'émetteur qui possède la flèche et c'est le sens de la flèche qui indique si c'est un NPN, ici à gauche, ou un PNP, ici, à droite. Petite convention souvent fois utilisée pour les transistors.
soit celle du voltage avec deux indices, Vxy. Il s'agit d'une façon pratique d'écrire qu'on cherche la différence de voltage, ou la chute de voltage, entre le point X et le point Y. Ainsi, VCE est la tension au point C moins la tension au point E. On peut donc voir VCE comme la différence de voltage entre le collecteur et l'émetteur. Pour un NPN, comme montré, ce voltage est très fréquemment plus grand que 0, puisque pour un NPN, le voltage au collecteur, par rapport à la masse, est supérieur à celui présent à l'émetteur. On aura donc VCE, égal par convention à VC moins VE, plus grand que 0. On parle aussi de VBE, la différence de voltage entre la base et l'émetteur. Pour un NPN, la diode base émetteur est souvent polarisée en direct, donc VBE est souvent supérieur à 0. En fait, si VCE est plus grand que 0 et si VBE est plus petit que environ 0,8 V, alors le transistor NPN est dit en mode bloquant. Pratiquement aucun courant ne passe entre le collecteur et l'émetteur. La valeur de 0,8 V est approximative. On retrouve souvent des valeurs moins élevées entre 0,6 et 0,8. Et comme plus la valeur est élevée, plus on est désavantagé. Prendre 0,8 est souvent du côté sécuritaire, mais pas toujours, par contre. Lorsqu'une valeur moyenne plus précise est souhaitée, on peut consulter la fiche technique du transistor utilisé. Le symbole qui est alors utilisé pour décrire cette valeur est VBE1 ou VBE0, ou quelque chose s'y rapprochant. En effet, la diode BE est polarisée dans le bon sens, mais en dessous de la tension d'amorçage de la diode. Maintenant, si on augmente VBE tel que VB devient plus grand que VC, on dit alors que le NPN est en mode saturé. Pour ce NPN, les deux diodes sont polarisées en direct et passante, ou sur le point de l'être pour ce qui est de la diode BC. Et le collecteur n'est plus la broche soumise à la plus grande tension électrique. Dans ce cas, VCE diminue pour valoir aussi peu que 0,2, voire même moins. On convient que la valeur exacte limite de VBE pour laquelle on est en saturation est peu précise, car c'est un passage plus graduel que franc et vif. Par contre, la limite de VB égale à VC, ou avoir VCB égale à 0, pour le mode de saturation est tout simplement commode et pratique. Un troisième mode très intéressant pour un BJT, c'est le mode actif. C'est le mode avec un NPN pour lequel VBE est supérieur à VBE1, mais que VB est inférieur à VC, ou VBE inférieur à VCE si on préfère, car alors on n'est plus en mode bloquant, mais on n'est pas en mode saturé non plus. Le mode actif pour un NPN est donc celui pour lequel VBE est compris entre VCE et VBE1. Notons que VBE1 dépend du transistor alors que VCE dépend du circuit où est inclus le transistor. Le besoin de faire la différence entre le mode actif et le mode saturé deviendra bientôt apparent. Le mode actif pour un NPN est donc celui pour lequel VBE est compris entre VCE et VBE1. Revenons pour un instant au comportement de la diode. Même si on parlera de la chute de voltage aux bornes de la diode versus le courant traversant la diode, c'est le courant qui est sur l'axe vertical et le voltage qui est sur l'axe horizontal. Normalement, avec une équation du genre V égale à R fois I, on place V sur l'axe des Y et I sur l'axe des X, mais ici, pour la diode, on fait l'inverse. On ne considérera que la polarisation en direct, supposant que rien ne se passe en polarisation inverse, soit, pour un voltage négatif, en fait, pour une chute de voltage négative. En effet, un voltage est toujours une différence de deux tensions et un peu comme un laps de temps. Une valeur négative n'implique pas des voyages dans le temps, mais seulement qu'on a soustrait le plus grand du plus petit, alors qu'on aurait possiblement dû faire le contraire. Donc, pour notre diode, si le voltage de la diode, si la chute de voltage aux bornes de la diode est en dessous du voltage barrière d'amorçage ou de seuil de la diode, il n'y a qu'un très petit courant qui y passe.
Par contre, avec un transistor. Pour un transistor, V monte en flèche à partir d'un I donné. On comprend que V monte en valeur en se déplaçant à l'horizontale, mais ce n'est qu'une question de point de vue. Dans un tableau, on ne verrait que la valeur numérique qui s'emballe. Plutôt que de parler de courant de seuil, dans le cas du transistor, on parle du courant de saturation, que l'on peut noter par IC-SAT. Contrairement à une diode, par contre, on peut jouer sur la valeur de seuil. Cette valeur dépend du voltage VBE. Attention, le graphique est à propos de VCE, mais le contrôle du seuil, ou du plateau horizontal, est à propos de VBE. Plus VBE est petit, plus le plateau descend et plus VBE augmente, plus le niveau du plateau s'élève. On ne peut pas descendre en deçà de VBE on, ni augmenter au-dessus de VBE max, deux limites qui dépendent du transistor choisi. On se retrouve donc avec les trois modes mentionnés jusqu'ici, soit le mode bloquant, le mode saturé et le mode actif, ici illustré pour un NPN. Et encore une fois, c'est bien de le répéter, la hauteur du plateau dépend de la différence de voltage entre la base et l'émetteur. On note également que les plateaux perdent leur horizontalité à mesure que VBE augmente. Quelques petits détails à mentionner, alors que pour une diode, le courant de fuite est très petit, du moins pour des diodes au silicium. Le voltage de saturation peut, pour un transistor, être relativement important. En effet, si la source de voltage est de 3,3 volts, même ne perdre que 0,2 volts peut être important. James M. Early a remarqué que ces plateaux semblent tous converger en un point sur l'axe horizontal, un point noté VA et qu'on appelle voltage d'Early. Il est possible de dériver une courbe dite équation de Shockley, utilisée pour décrire une diode, et de l'adapter pour obtenir le comportement d'un transistor. Cette courbe implique des paramètres qui dépendent du transistor, soit IS, le courant de saturation, et VA, le voltage de Early. Il y a un important paramètre qui dépend de la température à la jonction BE du transistor, soit VT, le voltage thermique. Enfin, deux voltages dépendants du circuit électrique intégrant le transistor, soit VBE pour le plateau et VCE. Tel quel, IC est égal à 0 lorsque VBE est lui aussi égal à 0. Par contre, dès que VBE augmente et devient plus grand que 1 mV, on peut laisser tomber le terme -1 face à l'exponentielle. On obtient ainsi une équation légèrement simplifiée. Mathématiquement, l'utilisation de cette équation demeure compliquée et peut, dans certains cas, être résolue avec la fonction W de Lambert. Cependant, nous n'insisterons pas vers cette voie. Notons aussi que tel que formulé, on suppose que la valeur numérique de VA est négative. Si on utilise une valeur numérique positive pour VA, changez le signe moins par un signe plus. Pour ne pas considérer l'effet de Early, considérez que VA est numériquement très élevé, ce qui revient à ne considérer que IS est l'exponentielle, sans considérer l'expression entre parenthèses. On rappelle que VT dépend de la température de la jonction, en degrés Kelvin. Ainsi, passer de 10 Celsius à 20 Celsius ne double pas la température, mais comme c'est une exponentielle, l'effet n'est pas négligeable non plus. Si on est dans une région où les plateaux sont strictement horizontaux, alors un BJT peut agir comme source de courant constant, en autant que VBE soit lui aussi constant. De même que la température. Et en définitive, il y aurait probablement plus de travail pour s'assurer de la constance du courant. Mais ça demeurerait une bonne approximation, un point de départ, qui nous permet, au moins, d'analyser un circuit de façon qualitative. Et encore, faudrait-il demeurer en mode actif? À la différence du mode actif, pour le mode saturé, le courant n'est pas du tout constant, tel que représenté par un tout autre segment de droite.
Le logiciel Tina, de Texas Instruments, est gratuit, à télécharger depuis leur site officiel. Le temps pris à le connaître demeure un bon investissement. Le tracé du circuit est intuitif et le rendu graphique généralement sans ambiguïté. Ici, nous utilisons un NPN, plus précisément un 2N2222, un résisteur de 4,7 ohms. Une source de voltage constant de 1 volt, un ampèremètre symbolisé par la lettre A, et une source de voltage variable, signal. Sous Tina, le symbole de masse n'est pas absolument requis, mais nous l'avons inclus pour éviter toute confusion quant à la référence du point implicitement impliqué par une différence de voltage. Le voltage variable est ici défini comme variant entre -3.3 et plus 3.3 volts. Pour s'assurer qu'on commence avec un signal à 1 volt, au lieu de 0 volt tel que nous l'avons défini dans le signal variable, nous ajoutons un volt constant. Le signal varie donc entre -2.3 et plus 4.3, commençant à 1 volt au temps 0. Comme le système n'est pas statique, puisque le signal change avec le temps, il nous faut une analyse des transients. On termine l'analyse après 5 millisecondes, ce qui correspond à l'obtention du voltage maximal sortant de la source signal. On prend la bonne habitude de choisir l'option de démarrer la simulation avec des condensateurs déchargés. Les graphiques sont tout simples. Le signal, en vert, nous montre notre signal variant de 1 volt à 4.3 volts et, la courbe en rouge, le courant ici pratiquement constant sur tout l'intervalle de temps demandé pour l'analyse, si ce n'est au début, alors que le transistor transite par la saturation avant d'entrer en mode actif. Sous Tina, les courbes sont fournies dans des graphes distincts si le nom d'une des mesures se termine par le symbole des 2 points. Autrement, on peut également les séparer en graphes distincts depuis l'item View du menu. Cela nous rassure sur le plateau du courant, sous VBE constant, ici, de 1 volt, puisque la base était alimentée par une batterie de voltage constant. Mais si on désire en savoir plus sur la transition saturé-actif, on peut redemander un calcul en ne se limitant qu'aux premières nanosecondes. On remarque alors que la transition est une belle courbe continue. On peut en profiter pour utiliser les curseurs, soit le rouge, ou curseur A, et le bleu, le curseur B. Le petit formulaire nous rapporte la position de chacun des curseurs. Mais si on place le curseur A au point qu'on considère le début du plateau, on peut demander au curseur B de se déplacer au temps qui correspond à celui du curseur A. Ou, si on préfère, de déplacer le curseur B de sorte qu'il soit sur la même verticale que pour le curseur A. La verticale commune devient en vert clair. Les horizontales de fines lignes, rouge et bleu, indiquent la position respective en milliampères et en volts pour leurs curseurs respectifs. Ici, par contre, les valeurs A- B sont sans rapport, car A est un courant et B est une tension. À noter, pour future manipulation, qu'on peut déplacer précisément le curseur, en spécifiant soit une valeur X, soit une valeur Y. Dans le cas d'une valeur Y, il est possible qu'il y ait plus d'une possibilité par contre. Une sinusoïde pourrait ainsi avoir une infinité de positions où la condition sera validée, en guise d'exemple. Et si on utilisait un transistor bien réel au lieu d'un simulateur? J'utilise l'ADALM1000 de Analog Devices, qui permet aussi à la sonde d'être utilisée de sorte à fournir un voltage, en plus de le mesurer, ainsi que le courant fourni. À la première sonde, on demande de fournir un voltage décroissant de 4.5 à 0 volts, courbe verte, en haut à gauche, tout en mesurant le courant, courbe jaune en dessous. On peut également demander un graphe du courant, sur l'échelle verticale, contre le voltage, à l'horizontale. Si on s'attarde à la partie de gauche, on percevra une dernière carte qu'on cachait dans notre manche. En mode actif, lorsqu'IC est constant, IB est lui aussi constant. Et le rapport de deux constantes, c'est une constante. On appellera cette constante β.
Tous les simulateurs n'utilisent pas les mêmes formules mathématiques et présentent même divers groupes de formules qui tendent à refléter les particularités de différentes technologies ou adaptées à la solution de certains types de problèmes plus spécifiquement visés. Désirez-vous fabriquer un nouveau transistor ou désirez-vous en utiliser un dans un circuit plus ou moins banal? Plusieurs paramètres peuvent être ajustés, mais cela dépasse le niveau d'introduction de cette présentation. Notons que même en demeurant en mode actif, la valeur de bêta n'est pas rigoureusement constante, expérimentalement, et elle dépend beaucoup de la température, de la fréquence et, un peu moins, de VCB. Même si l'effet de Hurley est considéré pour le courant IC et qu'il n'est pas explicitement inclus pour le courant IB, il peut quand même influencer un peu ce dernier, indirectement, de par ce que bêta, lui, peut être dépendant du voltage de Hurley. Certains simulateurs utilisent des modèles n'impliquant pas cette constante, mais pour des calculs manuels, c'est pratiquement un incontournable. Notons que bêta n'est pas rigoureusement une constante et ne l'est approximativement qu'en mode actif. La valeur de bêta commence à diminuer quand on atteint le mode saturé, ainsi qu'à haute fréquence. La grande majorité des fiches techniques ne donnent pas la valeur de bêta, mais la valeur de HFE0 peut être considérée comme son synonyme. La prochaine partie tend à développer une connaissance intuitive de circuits de base avec un BJT. La prochaine partie tend à développer une connaissance intuitive de circuits de base avec un BJT.